Good evening, and thank you so much for joining us, or good afternoon, depending on what location in the world that you are. I'm Angie Forbin. We are live on Facebook and YouTube. The handle is the same as the name, and we're talking about the current political events of our country. On Thursday, November 6th, Cameroon witnessed the climax of an electoral farce. Paul Biya, the world's oldest ruler, was sworn into office for an eighth term of office after a heavily contested presidential election that caused the deadly protests to erupt, claiming the lives of almost 50 people. Yesterday, we saw a 92-year-old dictator worn out by 43 years of absolute and absolutely ruthless and corrupt power steal another 7-year term. We witnessed a constitutional coup, and yes, you heard correctly, Mr. Biya stole the election. Credible civil society organizations state with confidence that on October 12th, there was a system upset and the ballot spoke a different name, Issa Chiroma. The 76-year-old former minister from Garwa won in the ballot, and yet Paul Biya won in Elecam and the Constitutional Council. Strong evidence of massive fraud and rigging did not deter a rubber-stamped Constitutional Council from doing Mr. Biya's biddings and declaring him winner, sparking general outrage in the country. The will of a people tired of a 43-year nightmare had been trampled upon, and they said enough. They descended into the streets across the country in different cities to demand the respect of their will, and were met with the kind of response the Biya regime gives best: repression. Law enforcement and defense forces were deployed on shoot-to-kill orders. Armored cars roamed the streets war zone style. Fire was opened, indiscriminate shooting and killing happened. The bodies were sometimes shoved into military cars and whisked off and dumped in faraway places. Biya stole an election and spilled blood to secure a term that is not his own. He also arrested people, many people. Supporters of Issa Chiroma and his close collaborators are today languishing behind bars for exercising their constitutional rights and political convictions. Issa Chiroma has had to flee for his life and is currently in Nigeria for safety reasons. He knows his adversary very well and will stop, and he knows that the adversary, Mr. Biya, will stop at nothing to crush him. It is a well-known tradition of the Biya regime to rig elections and then severely persecute its main adversaries. Take a look down memory lane. In 1992, Ni John Frundi was placed under house arrest while his close collaborators were picked up. In 2018, just 7 years ago, in the previous presidential election, Maurice Kamto was thrown in jail as well as his close collaborators for peacefully claiming victory. Some of his aides are still in jail as we speak. Issa Chiroma is in Nigeria, but his shadow heavily lingers on Cameroonian soil as his ghost town orders were respected in many cities of the country earlier this week.
Unexpected appearance of his unexpected appearance of his for a mock swearing-in ceremony was expected yesterday, and Cameroonians impatiently wait for his next move and instructions. We're told the 76-year-old Garoua native may have encountered a glitch due to the diplomatic agreements prohibiting him from speaking on the internal affairs of the country he is fleeing from while on Nigerian soil. Will they, his supporters, endure and be as gritty as the 13 colonies after the Declaration of Independence of 1776, where they still had to carry on with a bitter war with the British until 1783, when Britain finally said hands off? Or the Russians in 1917? Time is the only one with the answer. I'm Angie Forbin. We are live. This is Facebook. We can also be found on YouTube. The name is the same as the handle. This afternoon, joining us to have a conversation about the political events of our country is someone who is well known for his strong criticisms against the Biya regime. He's a journalist, he's a critic, he's a political analyst, he's an author, he's a social activist as well, but he's also well known in the corridors of Issa Chiroma power. And he tells us his reading of the events that happened this week, but also what is going on and what is next to expect from Issa Chiroma Bakari. I'm Angie Forbin, and we are live. And Abdelaziz Munde is my guest today. He joins us. Hello, and it's so nice to have you. For some reason, we have you upside down. We don't know if you can adjust your camera. The beauty of social media and technology. You're able to, in one click, have a conversation with somebody in a different place in the world. This is the reality in which we are, and it's such a fabulous time to be alive. We wait for him to adjust one or two things, and then we can have him on here and we can have the conversation. Hi again. Thank you so much. And this time is a charm. We can't hear you. Could you step up the volume so that we can hear what you have to say? Well, technology is an amazing thing. It's, you can remotely connect to people thousands of miles away, but it also has its drawbacks. From every now and then there are glitches, human error, and so we're waiting on him to reconnect so we can have a conversation around the protests that were sparked last week that led to deadly clashes where almost 50 people had their lives claimed when law enforcement and defense forces opened fire on protesters who were asking for the will of the people to be respected. But also this week, the ghost town orders of Issa Chiroma that were kind of widely respected across the country. And then the swearing in, the climax of the whole electoral process of Paul Biya at the National Assembly. And supporters of Issa Chiroma in the meantime have been waiting for him to come out and make a statement or a swearing in. We were reassured by Eric Chinje of Project C that he was going to do so, but also that he was going to form a team, a government. Cameroonians have their eyes fixed and are waiting for Issa Chiroma to communicate to them next steps. But to have this conversation this afternoon, Abdelaziz Munde is my guest. And while we await for him to reconnect with us, thank you so much for joining us. I see you all. David Harp, thank you so much for being with us today, and every other person that is joining me live. We're having the conversation for 60 minutes. It is important to have these conversations.
It concerns national unity, concerns the nation, democracy, and good governance. And every right-thinking Cameroonian who loves their country or who has Cameroonian DNA wants to know more about what is happening with the country, wants to know more about the whereabouts of Issa Chiroma, wants to know or wants to analyze or understand the undertones of the swearing-in speech of Paul Biya. Amédée Dimitri, merci et bonsoir également. Thank you so much for joining us. Abdelaziz Munde is our guest, and we're just waiting for him to reconnect. I saw your paper this morning, Amédée, and we appreciate your contributions to building democracy and good governance. Is it okay now? Oh, Abdelaziz, this time is a charm. I can see you very well. Yes, it is okay. And we are live on our various social media platforms. Social media is the future. I'm glad it's okay now. C'est bien que ce soit bon maintenant parce que... So happy to have you. Many people don't know that you happen to be a spiritual son of Anise Ekane, who is in jail today, but also happen to have been heavily influenced by the works of Nelson Mandela. And we know how fiery of a critic you have been to the Biya regime. But this week, we are speaking about democracy and the future of our country. Vous avez, ainsi que des milliers de Camerounais ou des millions de Camerounais, assisté à l'investiture de Paul Biya hier. On a noté qu'à un moment, on avait l'impression qu'il n'avait pas tout à fait la main de la situation. Vous pensez que c'était une erreur protocolaire ou bien c'était du fait de son âge avancé? Je crois que déjà, il faut, ma chère Anguille Forbine, s'incliner devant la mémoire de tous, vraiment nos frères et sœurs, nos concitoyens, nos compatriotes, qui, je ne dirais pas qui sont morts d'une mort stupide, parce que quand on exerce un droit citoyen, celui qui est constitutionnel, celui de manifester, on n'a pas le droit d'être tué. On n'a pas le droit de mourir sur les balles d'une armée dite légitime ou d'une armée républicaine. Donc, il faut déjà s'incliner sur la mémoire parce que, comme on dit, généralement, il y a ceux qui marchent sur les cadavres, ceux qui n'hésitent pas à tremper leurs pieds de sang pour se maintenir au pouvoir ou pour arriver au pouvoir. Je pense que quand on a vu l'hilarité, quand on a vu comment les gens se sont mis à applaudir, des ovations qui étaient empruntées, on a vu des youyous qui étaient coincés, on a vu des visages qui étaient même littéralement crispés. Oui, c'est vrai, mais aussi une joie qui est une joie délétère, une joie morne dans un pays où quelques temps avant, quelques semaines avant, il y a des jeunes Camerounais. Je rappelle que nous avons une population extrêmement jeune sur le continent africain de manière générale, en Afrique centrale en particulier, et plus singulièrement au Cameroun, où entre 15 et 25 ans, c'est littéralement 50% de la population. Et ces jeunes qui se sont levés, qui n'ont pas attendu simplement l'appel de M. Issa Chiroma, ce sont des jeunes qui ont considéré que enough is enough, comme on dit en anglais, trop c'est trop, et qu'on ne peut pas, et là on va parler de l'âge du chef, du capitaine, on ne peut pas, depuis 60 ans qu'on est aux affaires, parce que M. Biya est arrivé au Cameroun en 29 ans, il avait quitté son pays quelques temps avant, 8 ans avant, il est revenu à 29 ans comme chargé de mission à la présidence, et il a fini comme président de la République en 1982 pour devenir président à 49 ans jusqu'à nos jours. Et quand vous voyez sur la tribune de l'Assemblée nationale, ma chère Anguille Forbine, le président de l'Assemblée nationale qui interpelle, qui demande au moment solennel au président élu, donc selon la nomination du Conseil constitutionnel, eh bien, il lui demande à présent de se lever pour le serment. Eh bien, le président demande s'il va se lever. Alors que Kavaye Gedibé venait de parler pendant au moins 10 minutes.
Ça veut dire deux choses. Soit que le président Biya n'écoutait pas, il était ailleurs, ce qui peut se comprendre, parce que quand on a effectivement cet âge avancé, aussi avancé, quand on a été aux responsabilités depuis aussi longtemps, eh bien, à un moment, la nature humaine, les lois de la biologie font qu'effectivement, on a souvent l'air hagard, peut-être préoccupé, mais souvent absent. Et c'est ce qu'on a constaté. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Camerounais, le monde entier a vu comment le président, à travers ses différentes absences, était tout au moins, quand il est arrivé, bon, il a vu la solennité du lieu, la magnificence du lieu. Je crois qu'il a glissé un mot à Kaba Yeri Djibril en disant c'est beau, voilà. Et puis, il s'est rassis. Et quand il s'est rassis, Kaba Yeri Djibril, qui avait retrouvé lui tout aussi ses esprits, qu'il avait perdu à Marois, eh bien, il y a eu un temps de flottement. On a vu le réalisateur Raymond Lindou, Diamanka de la CRTV, qui a braqué littéralement, qui s'est figé sur Cabral Libi, qui lui aussi était stupéfait par le spectacle qui se passait. Et en fait, le balayage de caméra, c'est à un moment fixé sur un membre de la Cour suprême qui se demandait ce qu'il se passait. Il y avait comme une sorte d'air lourd, pesant, dans l'enceinte du Palais des Verts. Et puis, c'était tout simplement, comme à Washington lors du forum spatial dans le cadre du sommet Afrique-États-Unis, un président qui s'en remet à son directeur de protocole, au chef de protocole d'État, pour être une sorte de béquille comme ça permanente, qui devient une sorte de nounou du président, systématique. On se demande jusqu'à quand ça va durer. Il y a eu une cérémonie d'investiture, celle qui a eu lieu hier, une cérémonie d'investiture d'un président qui, de mon point de vue, n'a pas sa légitimité, puisque le résultat de l'élection présidentielle au Cameroun est l'un des plus contestables de l'histoire, puisque en 92 et en 2008, en 2018, on avait déjà vu comment, avec les 32 PV manquants en 2018 et avec aussi l'inversion du résultat par le président de la Cour suprême en 92, Dipanda Mouenel, qui, au moment où on attend effectivement qu'il tire une conclusion objective de ce qu'il a dit, le statement qu'il a eu en disant que le nombre d'irrégularités est tellement important qu'on s'attendrait donc effectivement à ce que l'élection soit annulée, ou tout simplement que le candidat qui était à l'origine. Oui. Depuis 1992, l'élection présidentielle de Ni John Frundi, plus tard 2018 avec l'élection de Kamto, les deux revendiquent la victoire et maintenant Issa Chiroma. Le régime a toujours semblé utiliser l'armée pour se forcer à se cramponner au pouvoir. Mais 43 ans plus tard, avec un bilan pas les plus réduisants, pourquoi pensez-vous que le régime, le président Paul Biya insiste à rester au pouvoir alors qu'il y a eu des manifestations sans précédent sur les 35 dernières années? Un vote qu'il a clairement sanctionné selon beaucoup d'organisations crédibles de la société civile. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il insiste à rester au pouvoir alors même que les forces physiques semblent lui échapper? Il y a quelqu'un qui disait que le virus du pouvoir est plus fort que celui de la vie et celui de la mort à la fois. Il y a quelqu'un qui disait aussi que le virus du pouvoir se transmet sur la chaise. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se décoller de cette chaise-là. Et je pense que parmi les chefs d'État au monde, le président Biya en fait partie. Il a dit dans un propos où on a pensé qu'il avait un minimum de lucidité aux journalistes qui lui avaient posé la question lors de la visite de son homologue français à Yaoundé, qu'il allait dire le moment venu s'il rentre au village ou s'il rempile. Eh bien, évidemment, il a rempilé sur les mêmes réseaux sociaux qu'il fusillait, puisque l'annonce de la candidature du président Biya, c'était sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas compris pourquoi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus, au sens de Kaba Yeri Djibril, un fléau. Bref, c'était une parenthèse. Et là, la question qui est posée est celle de savoir si l'obsession du pouvoir est vraiment plus forte que l'intérêt du Cameroun. Si la quête du pouvoir éternel est vraiment plus forte que l'intérêt général. Je répondrai que oui, dans le cas d'espèce. Pourquoi? Parce que quand, effectivement, on a sur le plan physique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est factuel, c'est constatable. C'est-à-dire qu'on a eu sur le Forum de la paix à Paris, on a eu sur Washington que je venais de citer tout à l'heure, on a eu lors de la dernière fête du 20 mai au Palais de l'Unité, et puis là aussi lors de cette cérémonie d'investiture du président nommé par le Conseil constitutionnel, eh bien, on a vu un président, effectivement, qui, sur le plan physique,
C'est-à-dire que dans la journée, on peut considérer que le président Paul Biya a un minimum de présence aujourd'hui. Un minimum de présence. Parce que c'est quelqu'un qui garde des facultés, qui a, quand il lit un discours, un texte, comme au moment où il le fait. Mais après, sorti de là, on constate très bien que l'altération des fonctions physiques est réelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les lois de la biologie. Et puis, dans le cas d'espèces pour lui, c'est constatable. Et on soit aussi porté à vouloir rester au pouvoir. Au Cameroun, on a un État qui, effectivement, comme les autres, qui a un pouvoir de rétribution et un pouvoir de sanction, un pouvoir de coercition. Alors, comme il y a le pouvoir de coercition, comme il y a l'armée, comme effectivement le bâton prime sur la concertation, comme la férule prime sur l'harmonie sociale ou la cohésion sociale, eh bien, le président l'a dit hier, l'ordre régnera. L'ordre régnera par quoi? Par le fait que les Camerounais qui manifestent ne sont pas légitimes du point de vue du pouvoir, notamment du président. Le président a tenu des propos absolument odieux et même parfois insultants sur les Camerounais en les traitant d'apprentis sorciers, d'oiseaux de mauvais augure, de petits partis pour le cas du MRC et de Maurice Kamto. Et hier, il a traité Issa Tiroma, il faut dire les choses comme elles sont, de personnalité, de politique irresponsable. Monsieur Issa Tiroma n'est pas irresponsable. Monsieur Tiroma s'est présenté à l'élection présidentielle au Cameroun. Il a démissionné du gouvernement. Il s'est présenté à l'élection présidentielle sous la bannière de son parti, le FSNC, validé par le dit Conseil constitutionnel, et il a été rejoint progressivement par grappes successives par un certain nombre de soutiens. L'Union pour le changement, qui avait présenté un programme à un certain nombre de candidats, a l'effet de désigner un candidat consensuel. Il y a également des soutiens de la société civile, des intellectuels, des journalistes, des personnalités éminentes. Et chemin faisant, en menant sa campagne, les Camerounais, on dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un peuple avec un homme. Eh bien, Issa Tiroma a rencontré ce peuple-là, comme Frundi en 92, comme Maurice Kamto en 2018. Il y a eu cette rencontre avec le peuple, des masses populaires, des gens qui convergeaient, un raz-de-marée sur le plan populaire. Eh bien, Issa Tiroma, d'ailleurs, il le dit, quand il a croisé le chemin de jeunes à Garoua-Boulaye, à Bertois, à Ngaoundéré et puis à Bernanté, notamment à Bernanté, il y a des jeunes qui lui ont dit « ne nous trahissez pas ». Ne nous trahissez pas. Et Issa Tiroma a été changé par les Camerounais. C'est-à-dire que le Issa Tiroma de 92-94, le Issa Tiroma de 2004-2008 est devenu quelqu'un de transformé. On dirait dans la liturgie ou dans un propos chrétien, né de nouveau. C'est une sorte de born again parce qu'il a vu dans les yeux des Camerounais, il a vu dans les yeux des jeunes Camerounais quelque chose qui implorait littéralement de pas débarrasser, de nous sortir de la situation actuelle, d'être cette transition, ce pont, cette sorte de bridge entre l'ancien Cameroun, depuis 83 ans, et le nouveau Cameroun qu'on appelle de nos voeux. Et donc, par conséquent, si on traite un homme comme ça d'irresponsable, c'est deux choses. C'est que le pouvoir est tellement fort chez le président Biya, c'est-à-dire que l'instinct de pouvoir est tellement fort qu'il n'arrive plus à appréhender une réalité qui est toute simple. C'est que le pays, même en prenant les résultats qui ont été octroyés par le Conseil constitutionnel, le pays est divisé en deux. Donc, c'est un pays extrêmement clivé. Donc, on ne peut pas venir demander l'union sacrée aux Camerounais en conspuant son adversaire qui l'a battu dans les urnes à travers, effectivement, on parlera tout à l'heure dans l'émission, effectivement, de cette comptabilité des procès-verbaux qui a été faite par l'équipe d'Issa Tiroma à travers les 18 départements, il a battu. Et puis maintenant, un président qui, depuis 2011, a régressé systématiquement dans les chiffres officiels. 2011, 77%, 2018, 71%, et 2018, 2025, 53%. C'est 3 500 000 en 2011, c'est 2 500 000 en 2018 et c'est 2 400 000 en 2025, soit moins de 10%. Oui, en 2025. En 2025, oui. Même avec le score officiel à lui attribué, Issa Tiroma a réalisé ce qu'un autre opposant n'a pas réalisé depuis le retour au multipartisme. Il a eu plus de 1 600 000 voix et un chiffre officiel de 35%, même comme beaucoup d'organisations de la société civile plutôt crédibles estiment qu'il a gagné l'élection présidentielle. Mais toujours est-il qu'il a une bonne frange de la population qui lui est favorable. Pourquoi est-ce que l'approche
du régime Biya a toujours été l'ostracisation de ses adversaires principaux à chaque élection où une victoire est contestée ou revendiquée. Est-ce que c'est calqué? La manière d'approcher la dissidence est toujours de vouloir la mater, la discréditer de manière en dessous de la ceinture, envoyer ses opposants en prison. Est-ce que c'est calqué sur une forme de l'État colonial qui doit être revue, selon votre avis? C'est un décalque de l'État colonial, un décalque grossier de l'État colonial. C'est une sorte de prolongement, mais aussi avec un enrichissement tropical de ce qu'a été la férule de Roland Pré, de Mesmer, de Ramadier, ceux qui ont milité ardemment pour la fin, la suspension et l'éradication de l'union des populations du Cameroun. Les mêmes techniques qui sont utilisées dans le narratif, dans l'ostracisation, dans la stigmatisation, dans le divided for rule, le diviser pour mieux régner, où au lieu d'adresser les questions essentielles, qu'elles soient sur le plan électoral ou sur le plan structurel, on convoque des catégories. Il y a les catégories ethniques, c'est-à-dire qu'effectivement, on réduit la sphère du leader à son appartenance géographique, ce que Famé Nongo appelle le socle granitique pour le cas de son champion. Deuxièmement, il y a le narratif qui est celui de l'opposant, la figure de l'opposant. L'opposant, c'est le déclassement social. L'opposant, c'est l'empêcheur de tourner en rond. L'opposant, c'est celui qui n'est pas réaliste. L'opposant, c'est l'antipatriote. L'opposant, c'est l'anti-républicain. La République, chez nous, c'est quoi? C'est la consécration d'une légalité par la force. C'est la force qui prime sur le droit. À partir du moment où on a la force publique, au sens colonial du terme, eh bien, on peut triturer, manipuler le droit. Je rappelle qu'au cours de ce processus électoral, c'est la première fois qu'on a vu, même dans les dictatures les plus grossières, un ministre de l'administration territoriale qui publie un communiqué pour dire que le site ministère a été piraté. Et vous avez la personne qui est instrumentalisée donc par le dit ministre de l'administration territoriale à l'effet de débouter un candidat, en l'occurrence M. Dieudonné Yebga, qui est devenu, comme par enchantement, en 2 jours président du Manidem, alors même que sur le plan légal et sur le plan réglementaire, il n'était pas. On a piraté un site et on a dit qu'effectivement, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, l'instrumentalisation du droit fait partie de ces mécanismes-là d'ostracisation, ces mécanismes de gouvernement, d'administration, autant pour moi, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est davantage l'administration, ces mécanismes d'administration de la vie publique et la vie politique chez nous. Donc, 3 choses. La première, c'est qu'il y a une continuation avec un enrichissement tropical de la politique coloniale d'ostracisation de ceux qui sont les adversaires du système. Deuxièmement, il y a un narratif qui fait de l'opposant, notamment celui qui émerge comme étant une figure populaire. C'est le cas pour Fundi, on l'a dit en 92, c'est le cas pour Kamto en 2018 et c'est le cas pour 2025. 3 phénomènes qui se rejoignent. C'est-à-dire que Fundi, c'est vrai que le 26 mai, avec les 6 morts de Bamenda, il y a eu une manifestation populaire. Fundi, avec son charisme, cette légitimité charismatique que lui ont conféré ces différents combats, Fundi a émergé effectivement comme un leader qui, dans le cadre de l'Union pour le changement, a fédéré une grande partie de l'opposition. Moïse Kamto, avec la création du MRC donc en 2011, progressivement, a agrégé un certain nombre à la fois de soutien, constitue un parti qui est devenu une force politique majeure et importante. Et a une popularité qui s'en est suivie, puisque son score à l'élection présidentielle 2018 en a été la traduction. Et puis bon, maintenant, Issa Tiroma, qui avait déjà cet embryon dans l'opinion avec son passage au ministère de la Communication, c'était un personnage assez... il y avait une part de la controverse, mais aussi un personnage fascinant, puisqu'il y avait justement dans les conférences de presse de Tiroma, on savait ce qu'il va dire, mais on voulait écouter ce qu'il va dire. Donc, c'était un peu le paradoxe Tiroma à cette époque-là. Un très bon tribun, super bon orateur et très charismatique aussi, avec une capacité à connecter avec des gens, même sans les avoir rencontrés au préalable. La proximité, ce sens de la proximité, ce sens du contact, donc un bagou, comme ça, une faconde. Et donc, il a capitalisé là-dessus, sur 2 choses. La première, c'était l'ambiguïté de son rival direct sur ce segment-là, c'était Bello Bouba Maïgari, qui donnait des signes d'ambivalence, d'opacité, d'ambiguïté. On ne savait pas trop comment on peut être candidat contre Biya et avoir des ministres dans le gouvernement de Biya. Donc, ça a amputé un capital de sympathie à Bello, qui était une sorte
de leaders, de princes qui venaient effectivement se présenter à l'élection présidentielle. Donc, c'était effectivement un décalage comme ça par rapport à l'image. Or, Tiroma, c'était la proximité. Vous avez remarqué que dans le cas d'espèce, ces meetings étaient toujours des meetings dans son véhicule. La dimension protocolaire avait été réduite à sa plus simple expression. Il y avait donc ce contact direct. Et ça a fait que Tiroma est devenu l'homme de l'élection présidentielle 2025, en charriant les foules et en ringardisant encore plus le candidat Biya, puisque le candidat Biya n'a une sorte de popularité, entre guillemets, que de popularité administrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on masse les populations avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, donc l'appareil administrativo-politique. Il faudrait que pour le meeting de Marois, que ce soit une visite officielle, alors même que c'est un candidat comme un autre en campagne, eh bien, on utilise encore là, on instrumentalise les moyens de l'État pour effectivement favoriser un candidat. Et puis, pour terminer sur cette séquence, ma chère Henri Forbin, il y a, parce que c'est très important ce que nous disons, dans le propos du président Biya sur le politique irresponsable, hier c'était un petit parti, c'était les petits partis, avant c'était les sorciers, les apprentis sorciers, les oiseaux de mauvais augure. En fait, celui qui revendique devient le casseur, celui qui revendique devient l'émeutier, celui qui revendique devient celui qui met à mal et qui déstabilise le pays. Or, ceux qui ont été tués ne se sont pas suicidés, en fait. Les Camerounais, les 48 morts des rapports des organisations des droits de l'homme camerounaises qui sont corroborés par l'Organisation des Nations Unies, les rapports, eh bien, ils ne se sont pas automutilés. Les Camerounais ont été tués par des balles réelles de l'armée, des armes létales qui ont été utilisées contre des populations à main nue. Vous allez remarquer qu'en demandant de faire des marches pacifiques, M. Issa Tiroma, comme hier d'autres leaders, eh bien, avait pris le soin d'encadrer cela. C'était au sens constitutionnel, au sens juridique, qu'au légal du terme. Il fallait se manifester parce que c'est votre droit. On a constaté que des gens déléquents, on a vu des vidéos virales de Camerounais qui trituraient, qui manipulaient les élections, qui jetaient des bulletins d'Issa Tiroma. On a vu les pratiques de corruption à ciel ouvert. Aujourd'hui, rien ne peut plus se cacher. Les gens filmaient. On a vu dans le nord-ouest, sud-ouest, dans des localités où il y a 700 000 Camerounais qui sont partis déplacés à l'intérieur et 170 000 pratiquement au Nigeria, on a vu que dans le Ngoketundia, dans le Lebialem, dans le Dongamantoum, comme par enchantement, comme par hasard, Paul Biya obtenait 98% avec 28 000. Des endroits désertés par la guerre en zone anglophone. Oui, comment ça se fait? Ces gens sont où? Et on a constaté également que dans l'exultation, dans l'expression de la joie des uns et des autres, Djeben, comme on dit en Néondo, comment des personnes peuvent voter 98% à présent et ne pas exulter. Il y a eu une sorte de parodie de manifestation dans le nord-ouest, dans une localité où des personnes ont été habillées, des sortes de marionnettes comme ça, ont été habillées en tenue du RDPC pour pouvoir manifester leur joie. C'était tellement tiré par le cheveu, c'était tellement alambiqué, tellement ridicule pour dire les choses comme ça que personne n'y a cru. En réalité, personne n'y croit que et on dit que quand on commence à croire à ses propres mensonges, c'est le début de la folie. Et j'ai peur que nous soyons dans le pathologique et non plus simplement dans le politique chez nous. Pourquoi? Parce que quand on traite systématiquement son adversaire, son principal adversaire, d'ailleurs, on a vu avec Fundi, quand Biya a daigné recevoir Fundi, c'était à Bamenda, dans le cadre de la célébration, je crois, des 30 ans de l'armée. De 50 ans de l'armée. Des 50 ans de l'armée, donc du jubilé de l'armée, autant pour moi. Et c'est comme ça qu'il s'est prêté au jeu en recevant, parce qu'il est arrivé à Fundi, qui est parti de Tarikon Palace pour venir à sa rencontre à la résidence dédiée au président de la République. Mais quelle est cette arrogance? Quel est ce mépris systématique pour l'autre? On voit dans différents pays dans le monde comment l'adversaire politique, il y a un statut de l'opposition dans différents pays africains, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, un statut de l'opposition, le chef de l'opposition, il a son respect, sa considération, pas au Cameroun. Pour que Fundi ait de la considération, il a fallu qu'il quémande cette considération. D'ailleurs, on a commencé à traiter Fundi de traître parce qu'on estimait que Fundi en fait un peu trop, quelle est cette proximité qu'il développe avec Biya, parce que finalement, pour s'inscrire un peu dans cet ordre républicain, il fallait tout simplement, à un moment, faire des pieds et des mains. Non. Alors, c'est vraiment grotesque à chaque fois. Hier encore, l'exercice a été répété où ceux qui sont comme Tiroma, Kamto comme Fundi hier,
sont ceux qui mobilisent le plus les Camerounais ne peuvent pas être maîtrisés autant. Donc, je pense qu'il faut dire simplement stop à ça. Il a demandé l'union sacrée avec des leaders qui ont des scores lilliputiens insignifiants. On ne peut pas traiter l'opposant qui a le plus de scores d'irresponsable et vouloir faire l'union sacrée avec ceux qui ont moins de 4% aux élections. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que de Bello Bouba Megari au dernier candidat, Bello Bouba de Cabral Libye a eu 3%, Bello 2%, Joshua aussi 1%. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc, ceux qui ont eu moins de 10% aux élections, on ne peut pas considérer que Issa Tiroma est irresponsable et que ce sont ceux qui ont eu les cartons d'invitation à l'Assemblée nationale qui sont les responsables avec qui on va faire l'union sacrée. If you're just joining us, I am Angie Forbin. We are live on Facebook and YouTube, and Abdelaziz Moundé Njimbam is our guest. Je voudrais également remarquer la présence ici de Christian Beaumont Timban, un avocat prolifique, président du parti Héritage, qui a fait des pieds et des mains pour pousser le Conseil constitutionnel au recomptage des voix selon les articles 132 et 137 du Code électoral. Donc, sentez-vous salués et merci pour vos sacrifices, Maître Timban. Fokou Kodjo, bonjour. À mon camarade, ami d'enfance, Léo, ingénieur et aujourd'hui membre de l'armée américaine, bonjour aussi et merci pour ton soutien inconditionnel. Foy, thank you so much for joining us. Sidney Ngobatu, merci encore. Rich James, thank you so much if you're watching us. Amédée, merci aussi pour tout ce que tu fais pour le changement au Cameroun. You are all welcome. We are live on Facebook. If you're joining us, the handle is the same as the name Angie Forbin on Facebook and on YouTube. Abdelaziz, Issa Chiroma, les supporters de Issa sont inquiets de son silence depuis hier. Il n'a pas parlé depuis le point qu'il a fait sur le mot d'ordre de ville morte, qui était un large succès sur l'étendue nationale du territoire. On s'attendait, Eric Tchinji nous a annoncé qu'il allait faire une prestation de serment également. Selon nos sources et certaines indiscrétions, il est face à une impasse actuellement parce que effectivement nous avons pu confirmer qu'il serait au Nigeria et selon certains traités diplomatiques, il est dans l'impossibilité de se proclamer ou faire des déclarations sur le pays, les affaires internes du pays, qu'il serait en train de fuir sur le sol nigérien. Est-ce que, je vous sais dans le secret des dieux et je voulais que vous nous apportiez quelques clarifications là-dessus. Alors, le président Issa Tiroma, il y a eu cette sortie qui a été une sortie pour exprimer sa gratitude aux Camerounais. Les Camerounais qui, sur pratiquement 70% du territoire, ont observé de façon pacifique, citoyenne et engageante le mot d'ordre de ville morte. Les villes mortes ne sont pas un moyen de déstabiliser ou de casser l'économie. Les villes mortes s'inscrivent dans une tradition que les Martin Luther King, que les Gandhi, que les Mandela, que des personnes qui ont pu à la fois libérer des peuples du joug, à la fois de l'apartheid, de l'ostracisation, du colonialisme et même des guerres. Les villes mortes font partie justement de cette façon de protester dans un pays tout en restant en harmonie. Les villes mortes, on les a suffisamment diabolisées pour que ce soir, effectivement, on puisse parler de l'option qui a été prise. En 1991-92, comme on le voit encore de façon persistante aujourd'hui, ceux qui ont fait le choix de demander aux Camerounais d'engager les villes mortes. C'était pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous êtes déjà affamé, il y a une expression en Banga, en Djombe Penja, qui dit que ampoule grillée notifia court-circuit. C'est-à-dire que l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. C'est-à-dire que quand vous avez déjà une ampoule à la maison qui ne fonctionne plus, s'il y a un court-circuit à la maison, cette ampoule ne sera pas touchée. Et c'est pareil pour des millions de Camerounais. Le taux de sous-emploi au Cameroun est de 77% de la population active. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, avait choisi de ramener ce taux de sous-emploi à moins de 50%. Ça ne s'est pas fait. Par conséquent, ceux qui sont dans les villes mortes là,
ce sont les mototaximans, ce sont les Bayam Salam, ce sont les gens qui sont dans le secteur informel de manière générale et particulière. Ce sont les gens qui souffrent le martyre au quotidien pour s'en sortir, pour qui il n'y a pas d'accompagnement, pour qui il n'y a pas d'aide, pour qui il n'y a pas vraiment de véritable politique publique, effectivement, pour sortir véritablement de la pauvreté. C'était l'un des objectifs du DCE, c'était sortir les Camerounais de la pauvreté et la réduire à un niveau acceptable. Un niveau acceptable, c'est quoi? C'était la définition qu'il devait donner. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Alors pourquoi, quand on demande, et c'est le sens de l'évaluation que Tiroma a faite donc dans sa sortie, c'était de dire que cette protestation n'avait pas pour but, effectivement, de susciter encore un chaos au Cameroun. Je ne parle pas du chaos lent de Mathias Eric Onangini qui a chargé de braquer aujourd'hui. Mathias Eric Onangini, avant les villes mortes, nous parlait de chaos lent. Mathias Eric Onangini, avant les manifestations dont on dit qu'elles auraient déstabilisé le pays, nous parlait de chaos lent. Alors, entre le chaos lent et justement ces villes mortes qui se sont déroulées à Garoua, à Maroua, à Douala, à Manfé, à Tiko, à Bertois et dans beaucoup de parties de notre pays, ces villes mortes, et M. Tiroma l'a dit, il a exprimé sa gratitude aux Camerounais et il a annoncé effectivement une prochaine phase. Et dans l'intervalle, il y a donc cette séquence de la prestation de serment parce que vous savez, les conditions sécuritaires dans lesquelles se trouve M. Tiroma sont des conditions assez délicates. Il a fait l'objet d'attaques répétées sous la forme d'assaut de forces de sécurité, d'une part avec celle qui était postée dans une résidence attenante à la sienne, voisine à la sienne, où des snipers étaient postés pour pouvoir effectivement déblayer le terrain pour un assaut. Ces snipers avaient pour but, effectivement, en tirant des balles létales dans la cour de M. Tiroma, de disperser ces populations qui renforçaient la légitimité de M. Tiroma. Parce que cette légitimité, il la tient du peuple, et ce peuple-là qu'il a massivement voté et plébiscité, ce peuple n'entendait pas qu'il vienne être happé, chopé, là, comme un vulgaire bandit, par les forces de sécurité qui étaient commises justement à cette tâche. Et deuxièmement, effectivement, se trouvant dans un territoire d'un pays ami et frère, il y a un certain nombre d'aménagements, de conditions et de précautions à prendre avant effectivement de pouvoir s'exprimer de ce point de vue-là. Remarquez que la vidéo sur l'évaluation des vides morts a pu être faite et qu'une vidéo sur la question de la prestation de serment demande des conditions beaucoup plus aménagées. Et donc, par conséquent, quand ces conditions seront réunies, eh bien, Eric Tindjé, dans une vidéo de 20 minutes en français et en anglais hier, qui a été largement diffusée, a non seulement rassuré les Camerounais sur l'état de santé et l'état d'esprit du président Tiroma, qui est en bonne forme et qui a un esprit moral assez haut et assez relevé, et qui est en consonance, en phase avec les compatriotes qu'il a félicité pour le succès et le suivi de cette opération ville morte. Et puis deuxièmement, c'est que le président Tiroma, qui n'a pas souvent fait l'économie de sa parole parce qu'il est toujours là présent, il a toujours exprimé depuis cette campagne qui a été une campagne réussie, une campagne populaire, il a toujours tenu à s'exprimer devant ses compatriotes et les choses sont en train d'être organisées, faites pour d'une part, sur la question actuelle, sur la prestation de serment du président qui a été nommé par Elecam, s'exprimer là-dessus, mais surtout, justement, un véritable statement de président qu'il puisse s'exprimer devant les Camerounais, puisqu'il a fait une évaluation de la première journée des villes mortes. Il y a l'ensemble des villes mortes dont il doit faire l'évaluation, et puis il avait mis en perspective le futur, et c'est à lui que reviendra le soin de dire quelle est la perspective qu'il donne effectivement à cette résistance active et passive. Ce sont ces mots. Active parce que les Camerounais ne doivent pas baisser les bras. Passive parce qu'il ne faut rien casser. Il ne faut brutaliser personne. Il faut être dans l'esprit, cet esprit mandélien, cet esprit gandhien, cet esprit lutherkingien, qui était celui effectivement de revendiquer de façon légitime les droits, tout en étant tout en étant humain, tout en étant humaniste dans son engagement. Et puisqu'on parle de résistance pacifique, comme vous avez parlé, I just want to remind you about a few revolutions or popular revolts that saw leaders toppled and regimes change in the course of history. Je prends l'exemple, par exemple, de la révolution bolchevique en Russie. Je pense que c'était en novembre 1917. Mais c'était la suite de
ce qu'on avait appelé en 1905 le Bloody Sunday, les massacres, et ce qu'on a même appelé une révolte échouée quand les ouvriers russes sont sortis à cause de la vie chère et la pauvreté pour demander le départ du tsar Nicolas. C'était après leur contribution dans la Première Guerre mondiale qui, ils ont estimé, n'était pas une très bonne chose. Et donc, plus tard, ils se sont remobilisés et en 1917, avec la désillusion de l'armée, l'armée s'est ralliée du côté du peuple et ils ont pu faire abdiquer le tsar Nicolas. Et une bourgeoisie s'est installée en remplacement du système impérial. Mais après, quelques mois plus tard, ils ont estimé que ça ne suffisait pas. Et on a vu the leftist Bolshevik revolution rise, and we saw Vladimir Lenin become the head of Russia. But also, the American Revolution, 1776, the Declaration of Independence, even after the Declaration of Independence, right from 1765 with the stamps or with the taxes and the Tea Party Revolution, after the Declaration of Independence in 1776, it took another easily 6 years for Britain to finally back off. It was a bitter war that lasted 6 more years. It was only in 1783 that America became the United States of America. Look at the French Revolution. Look at Haiti. So with all of these things, you see endurance. You see a population that refuses to be demobilized. And my question to you is, comment est-ce que Issa Chiroma parviendrait à garder la mobilisation même étant hors du territoire, avec une population qui s'impatiente, qui est d'habitude plutôt paisible et plutôt, they kind of trying to look away from political things, and this is one of the most unprecedented demonstrations we've seen, post-electoral crisis we've seen in the history of Cameroonian politics since the return to multi-party politics. How does Issa Chiroma harness this fire and keep the mobilization going is my question. Je crois qu'il y a deux choses. La première, on a bien vu que sur la séquence des villes mortes, le mot d'ordre des villes mortes a été lancé effectivement à partir de ce moyen, de ce canal qui est celui qui a été utilisé par le président Issa Chiroma, c'est-à-dire que de s'exprimer à travers donc une vidéo à ses compatriotes. Donc c'était déjà à partir de la position et la situation dans laquelle il se trouvait. Deuxièmement, la vidéo d'évaluation sur la ville morte, à partir de laquelle on en a parlé tout à l'heure, il a exprimé sa gratitude, salué le courage des Camerounais, s'est incliné devant la mémoire et la dépouille de ces Camerounais dont on va effectivement avoir des journées qui va décréter une journée de deuil national qui va être commémorée. Et donc, à partir donc, de ces canaux-là, le président Issa Chiroma pourra s'exprimer. Il pourra s'exprimer parce qu'aujourd'hui, il faut utiliser à la fois les moyens de son temps, il faut que les circonstances dans lesquelles on s'exprime soient adaptées aux exigences du temps et puis aussi, vous l'avez dit Guy Forbin, aux attentes des Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, cette large frange des Camerounais, d'une part, qui s'est reportée sur Issa Chiroma Bakary comme candidat à l'élection présidentielle en lui accordant ses suffrages, et puis aussi une large frange des Camerounais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 50% pratiquement de nos compatriotes qui ne sont pas venus voter. Ils ne sont pas venus voter pour différentes raisons, dont les tracasseries qu'ils subissent souvent au niveau de l'inscription sur les listes électorales et souvent la difficulté à récupérer leur carte de vote ou tout simplement à saisir l'information telle qu'elle est diffusée justement par l'organe en charge d'élection que le président Paul Biya a remercié hier. Je ne sais pas pourquoi on peut se gargariser et se satisfaire des lécams comme ça. On dit souvent qu'il faut souvent regarder où on a glissé et pas où on est tombé. L'une des causes, et dans le propos que tenait tout à l'heure Guy Forbin sur les raisins de la colère, les causes de révolution dans le monde, l'une des causes des révolutions sur le continent africain, c'est notamment la question des organes électoraux qui ne sont pas fiables ou tout simplement qui sont suffisamment partisans pour ne pas être crédibles.
Et dans le cas d'espèce, dans le processus électoral, on a vu la différence qu'il y a entre les chiffres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, près de 70 000 électeurs. On a vu que la question pour le Conseil électoral de l'ECAM et le Conseil constitutionnel, c'était simplement de leur transmettre des PV sans effectivement que, au sens de Maître Ntimban, que je salue pour son travail à la fois fouillé sur le plan juridique et citoyen en termes d'engagement. Maître Ntimban, effectivement, qui a fait état de ce que on dit que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats. Or, au Cameroun, le Conseil constitutionnel proclame les résultats avec un président. Oui, proclame les résultats avec un président du Conseil constitutionnel qui dit à ses congénères, à ses frères et sœurs, à sa famille, à sa fratrie, que vous devez être à la fois content du travail de votre père et du résultat de votre candidat. Il y a comme ça, le champagne qui frétille, qui pétille dans la maison d'un président de conseil constitutionnel qui est censé, au sens effectivement de la loi supérieure, de la hiérarchie des normes juridiques, donc de la Constitution, qui est censé être neutral. Vous avez pris tout à l'heure les exemples justement de la Constitution américaine, vous avez pris des exemples dans le monde de comment effectivement la mécanique, l'adhésion, la mécanique de la cohésion, la mécanique aussi de l'adhésion se forge dans un pays. Quand il n'y a pas de justice, quand il y a l'injustice, il ne faut pas demander l'adhésion spontanée. Quand il y a des injustices, quand il y a un vol électoral systématique, il ne faut pas demander que les Camerounais soient comme ça, caporalisés tous. Il y aura forcément un qui va sortir du rang pour pas simplement emmerder, mais demander le pourquoi du comment. Et donc, par conséquent, ces Camerounais-là qui ont soif à la fois de justice, ces Camerounais qui veulent que la vérité des urnes soit à la fois rétablie et que justement ce Cameroun, qui doit être une maison pour tous, au sens de ce que M. Tiroma disait lors de sa campagne, effectivement, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et donc, c'est le sens des prises de parole prochaines qu'il aura à partir de l'endroit où il est, à partir du point où il est. Des prises de parole qui seront à la fois des prises de parole thématiques, des prises de parole sur la situation du Cameroun, sur des dossiers à la fois urgents et des dossiers structurels concernant l'avenir du Cameroun, mais surtout la bonne marche à la fois de notre économie, de cette question d'émergence qui est devenue un serpent de mer, mais qui, on l'a vu dans des pays sérieux comme le Botswana, comme le Rwanda, comme la Namibie, effectivement, ils sont déjà en train d'atteindre des stades où on passe du stade de pays à revenus intermédiaires à celui de pays émergents par une good governance, non seulement une good governance, mais par des free and fair elections. Free and fair election, ce n'est pas un gros mot. Free and fair election, on le voit sur le continent africain, les passations de pouvoir qui se passent de façon absolument pacifique et cordiale dans un certain nombre de pays. L'un des plus récents, c'était le Malawi, et avant, c'était le Botswana, où on a eu une véritable alternance dans un pays, effectivement, qui a appris à la fois des erreurs des autres, mais de ce que l'alternance ou les alternatives dans un pays ne sont pas la pire des situations, ne sont pas la pire de ce qui peut advenir dans l'histoire. Donc, le président Tiroma va s'exprimer. C'est un combat, c'est un engagement qui est dur, qui est intense. Il a dit que le combat continue. Je pense qu'un certain nombre de confrères dans la presse ont relayé ce propos-là. Le combat continue et qu'il se sacrifiera. Il est prêt à donner ses jours. Il a dit, vous pouvez me tuer, mais le combat continuera. Je pense que quand les rumeurs d'assaut étaient persistantes et quand le ministre de l'administration territoriale a fait cette conférence de presse surréaliste pour menacer ostensiblement Issa Tiroma, je crois que son propos a été suffisamment clair pour que les uns et les autres comprennent que ce Tiroma nouveau qui est advenu avec cette élection présidentielle, eh bien, il est prêt à parer, à faire face à tous les coups, mais surtout à être aux côtés des Camerounais pour que cette résistance active et passive, pour que ce Cameroun nouveau qui est appelé de nos voeux puisse advenir. Les élections souvent contestées, du moins 3 fois de manière musclée, 3 élections contestées de manière musclée, c'est-à-dire 92, 2018 et 2025. Et
dans les commentaires des anglophones qui estiment que pour avoir goûté la répression du gouvernement Biya et d'avoir résisté, même de manière armée parfois, se demandent si c'est possible de changer ou de démanteler un système vieux de 43 ans et peut-être même de 60 ans, parce que avant d'avoir été président de la République, le président Biya a quand même occupé de hautes fonctions. Moi, je m'en vais vous poser la question, est-ce que c'est possible de faire changer le régime, même quand on gagne par l'urne, le président Biya de le faire partir de manière pacifique? En fait, il y a ce qu'on appelle les pessimistes actifs. C'est-à-dire que le pessimiste actif, c'est celui qui va au réel, c'est celui qui va à l'idéal en tenant compte du réel. Autrement dit, quand on est Camerounais, le premier réflexe, c'est de se décourager et de céder donc par conséquent à cette sorte de climat délétère pesant dans lequel effectivement la dépression confine. Mais il y a ceux aussi qui, dans ce pessimisme-là, parce que la répression depuis 92, parce que les morts depuis 92, ceux de 90, ceux de 92, ceux de 2008 et ceux de 2025 encore, et entre-temps ceux de la crise dans le nord-ouest, sud-ouest, eh bien, à partir de... Parce que l'âme, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cet exercice qui consistait effectivement à convoquer des faits historiques, des faits de l'histoire, pour expliquer, pour éclairer notre présent. Et la constitution des nations se fait à la fois dans des moments et des circonstances heureuses et douloureuses. Et c'est de la capacité d'un corps qui se forme, qui est conscient de lui-même, de surnager, de surmonter les douleurs que naît une nation. Et que par conséquent, s'il y a des Camerounais qui se sont battus autant, depuis tant d'années, depuis la période coloniale, depuis le retour du multipartisme, et là récemment encore, qui continuent de se battre, c'est bien que ce pessimisme-là, qui peut être rationnel, parce qu'effectivement, ceux qui ont revendiqué en 92, Fundi a été mis en résidence surveillée, il a été empêché de venir sur Yaoundé, Maurice Kamto a été systématiquement, après le 31, le meeting historique de Paris, le 31 mai 2025, sur la place de la République à Paris, aussitôt qu'il est rentré au Cameroun, il n'a même pas pu tenir une réunion avec les membres de son parti à Douala. Il a été ramené quasiment manu militari à Yaoundé. Et donc, le pessimisme des Camerounais, ou même leur désenchantement, peut être rationalisé, peut être compris à l'aune de ces exemples historiques. Mais on a bien vu, en contrepoint, que la diaspora, généralement, était celle qui était éveillée, active, demonstrating on street in Paris, in New York, in Luxembourg, in Bruxelles. On a compris que cette diaspora-là, qui donnait le là, aujourd'hui, effectivement, c'est une diaspora qui non seulement a voté Issa Tiroma de façon massive, mais c'est une diaspora qui constate aussi que de l'intérieur, un certain nombre de Camerounais ont pu, sur une large partie du territoire, se manifester et revendiquer effectivement la vérité des urnes. Donc, ça fait que ce moment historique, il est très important à deux niveaux. Il est important parce que ce n'est plus de la diaspora, effectivement, qui est honnie, stigmatisée, et le président, encore hier, que ce soit le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, ont encore pointé un doigt accusateur à tort sur la diaspora. La diaspora, c'est que quand on est en France, je suis désolé, quand on est aux États-Unis, on manifeste devant la Maison-Blanche, de front of White House, parce que c'est comme ça. On considère que quand on n'est pas d'accord avec Donald Trump, on a le droit de le dire. Et on a le droit de le démontrer, parce qu'on dit demonstration, c'est en anglais, c'est littéralement, on a le droit de le démontrer. Et que ne pas être d'accord avec Donald Trump, ce n'est ni détester Donald Trump, ce n'est ni haïr les États-Unis, ce n'est ni être anti-patriote, ni être anti-républicain. Bien au contraire, pour être pleinement républicain, il faut pouvoir exercer son droit de manifester, son droit de dire oui ou non. Et donc, par conséquent, ce pessimisme actif-là, c'est celui qui prend l'exemple de ce qui s'est passé, pas pour quelque chose de figé, mais pour un levain à la fois de sa réflexion et de son engagement. Une réflexion qui permet effectivement que la vérité des urnes soit celle qu'on mette en bandoulière, dont on s'arme, la question de la justice soit également l'autre pilier,
pour qu'on puisse ne pas être hémiplégique, marcher sur ses deux jambes pour pouvoir à la fois revendiquer, c'est vrai, mais surtout s'engager selon les mots d'ordre qui vont être donnés pour que cette vérité des urnes soit dite. Je pense que le Cameroun on ne peut pas s'en sortir par des pirouettes qui sont léonines, des injonctions en disant aux Camerounais l'ordre va régner, et que comme l'ordre va régner, on a appelé des gens à l'union sacrée. Moi, je sais que dans ce qui va être fait, on aura des gens, des personnalités qui vont entrer dans des gouvernements, comme on l'a vu par ailleurs, et on pense que cela pourrait apaiser ou calmer les tensions. On va voir des jeunes, une sorte de ravalement de façade qui va être fait, des femmes qui vont entrer au gouvernement, des femmes qui vont être nommées gouverneurs, et des femmes qui vont devenir générales de division ou général de brigade dans l'armée. Tout cela, ce sera des évolutions à la marge, parce que le Cameroun a besoin de transformations structurelles, à la fois de son âme, à la fois de sa république, des principes républicains, code électoral, comment aujourd'hui et puis comment demain on pourra voter et ne plus être demain, le lendemain en train de revendiquer et avoir un pays divisé littéralement en deux, extrêmement polarisé et clivé. Et puis troisièmement, de transformation structurelle de son économie. Et pour cela, les réformettes, la cosmétique, les petits arrangements entre copains politiques, l'union sacrée factice, la fatigue politique qui résulte de l'usure du pouvoir qu'on essaye de masquer par la chaux qu'on badigeonne sur la façade de nos institutions, eh bien, je pense que ce n'est pas avec cela qu'on va parvenir à transformer le pays. Et donc, c'est une invite à chaque Camerounais conscient, à chaque citoyen conscient, à rester debout, à rester un résistant actif et passif, pour qu'effectivement cette masse critique se forme, de sorte que les Camerounais puissent peser, afin que les unions sacrées au Cameroun ne soient pas simplement une union sacrée décrétée par le Deus ex machina, le roi absolu qui est dans sa tour d'ivoire d'étoudie, mais une union sacrée qui est commandée par la vérité des urnes et la justice sociale, la justice dans son plein sens du terme. Que peut la communauté internationale pour mettre la pression sur Paul Biya? Pensez-vous que la communauté internationale est suffisamment puissante pour faire cave-in le régime Biya? On a vu en 2018 les offensives de Maurice Kamto du MRC rencontrer et même avoir des congressmen, des représentants élus états-uniens parler en sa faveur et demander au gouvernement de le relâcher. Ça n'a pas abouti à grand-chose pendant près de 10 mois. Aujourd'hui, nous avons Issa Chiroma qui a une batterie d'avocats, de la même manière que Issa Chiroma, Maurice Kamto avec quand même Dupond-Moretti qui a été ministre de la Justice français. Mais qu'est-ce que la communauté internationale? On a vu des félicitations, on a également vu des bouderies. L'Amérique qui félicite le président Paul Biya pour son investiture, mais omet clairement de le féliciter pour son élection. Ça veut dire ce que ça veut dire en langage diplomatique. Également, la France qui prenait acte, mais qui félicitait Ouattara, son voisin de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a un mot fort ou peut mettre pression de bonne manière sur le régime Biya après 43 ans? Il a quand même la peau dure déjà, non? Oui, alors je pense qu'il faut toujours situer la question dans le cadre de la géopolitique des intérêts. Le Cameroun a longtemps été un pôle de stabilité en Afrique centrale, le rivage du golfe de Guinée, sa position stratégique au confluent de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et ce pôle de stabilité était également une sorte d'Eldorado, entre guillemets, pour un certain nombre de puissances qui pouvaient y commercer, ce qu'on appelle le doux commerce, le bon commerce au sens de Montesquieu, etc., qui pouvaient y commercer allègrement sans se soucier de la question des human rights, des droits de l'homme, ou de la question effectivement du free and fair election, des élections libres et transparentes. Au fil du temps, on a vu ce jeu des intérêts qui s'est complexifié par le fait d'une diversification des partenariats opportunistes, dans le sens où celui qui s'était proclamé meilleur élève de la France, en l'occurrence Paul Biya, a considéré qu'à partir du discours de la Baule, il y avait une menace
dans ce double langage français, puisque la France peut utiliser un langage à la fois double selon à la fois les intérêts et ses interlocuteurs, et ça a été le cas justement pour les rapports entre la France et Paul Biya, parce qu'il y a les rapports entre la France et le Cameroun, et la France et Paul Biya. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il était le meilleur réel de la France, puisqu'il en est un des premiers. Donc, le jeu des intérêts commande que les puissances ou les pays partenaires du Cameroun puissent observer attentivement à la fois la situation et les rapports de force avant de se prononcer. D'ailleurs, quand vous évoquiez tout à l'heure le communiqué du Quai d'Orsay, il intervient à un moment critique pendant les manifestations. Il y avait going on routes, les gens étaient vraiment dans la rue, il y avait une sorte de crispation, de stupeur, un déferlement comme ça de jeunes et puis de Camerounais dans la rue, dans un certain nombre de pôles urbains, eh bien aussi il y a une position attentiste, à la fois de pays comme la France, de pays comme les États-Unis, et même, on l'a vu, que la présidence de la République, il y a eu une sorte de polémique autour de la vraie fausse lettre de félicitations de Vladimir Poutine. C'est dire que même la Russie, qui ne s'embarrasse pas, ou comme la Chine, souvent de considération sur les questions de droits humains ou de validité des élections, eh bien aussi il y a eu une sorte de flottement d'attentisme là de ce point de vue. Ça dit quelque chose sur la situation. Ça dit quelque chose sur les analyses qui sont faites par ces chancelleries étrangères sur deux choses. La question de l'âge du capitaine, la question effectivement d'une usure du pouvoir qui se traduit effectivement par un certain nombre d'inefficience et d'inefficacité dans la gouvernance, et puis aussi des situations où ces pays-là ne sont pas rassurés par rapport au climat des investissements au Cameroun, puisque ce n'est pas moi qui le dis, un certain nombre de rapports, l'attractivité de notre pays a connu des coups de brèche assez significatif ces 10 dernières années, malgré effectivement les codes, que ce soit le code minier, que ce soit le code des investissements ou cette sorte de sécurité qui est donnée à travers le code OHADA qui harmonise le droit des affaires en Afrique. Donc, par conséquent, ce jeu des intérêts qui commande la prise de position des pays, il impacte, influence beaucoup. On l'a vu, les États-Unis ont attendu le moment de l'investiture pour féliciter l'investiture du président et non pas la question de l'élection. C'est-à-dire qu'ils ont évacué la question de l'élection et ils s'en sont remis à l'investiture. Parce qu'entre l'élection et l'investiture, aussi, les États-Unis, ils ont dû attendre, effectivement. Ceux qui ne vont certainement pas bouger de ce point de vue-là, c'est la France, après le communiqué du Quai d'Orsay, puisqu'ils étaient sur une ligne qui demandait effectivement que la question effectivement de la répression, comme ça a été le cas pour l'ONU, comme ça a été le cas pour l'Union africaine, la préoccupation par rapport à la question des droits humains, que cette préoccupation-là soit prise en compte. Donc, il y a eu le paravent des droits humains qui a permis des pirouettes pour un certain nombre de ces institutions comme l'Union africaine ou pays comme la France qui ne voulaient pas se prononcer directement. Il y a eu un attentisme de la part des États-Unis qui ont attendu la cérémonie d'investiture pour voir un tout petit peu si la situation allait se décanter. Remarquez que dans le communiqué des États-Unis, le communiqué se termine par business as usual, c'est-à-dire que justement sur la question du business, sur la question des rapports économiques entre les deux pays. Donc, ce qui les préoccupait, c'était de voir si le pays va se calmer et qu'il y a une possibilité de stabilisation avec l'investiture du président Paul Biya. Mais dites-vous bien, la question va demeurer, notamment avec celle d'un Tiroma qui est extrêmement populaire, avec des manifestations et des villes mortes qui ont été largement suivies, avec un pays qui est extrêmement polarisé. Il va avoir une attente par rapport aux premières mesures. Est-ce qu'elles vont intervenir dans l'immédiat ou, comme il avait fait en 2018, un gouvernement plutôt en janvier, donc au début de l'année prochaine. Donc, tous ces éléments, ces paramètres vont être analysés, d'abord du point de vue de ce qui concerne le pouvoir et ensuite maintenant de la position et de l'action que va mener Tiroma. Tout à l'heure, on a évoqué ses sorties prochaines. Est-ce que M. Tiroma va, à travers sa phase 4,
amplifier les manifestations et avoir une phase 2 des villes mortes? Est-ce que sur le plan à la fois du blocus économique et de l'articulation et vraiment de ces rapports de force qui vont se nouer, est-ce que cela va être à l'avantage effectivement de cette résistance active et passive? Donc cela va commander la position de ces acteurs. Mais cela dit, la communauté internationale, elle a une marge de manœuvre limitée en ce qui concerne le Cameroun. Ça a toujours été le cas pour un certain nombre de pays africains. On a vu à Madagascar le départ de Ange Rajouel, c'est simplement parce que la population était suffisamment en masse critique pour pouvoir peser et que Ange Rajouel part. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris acte de la situation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, notamment pour la France, ça fonctionne de cette manière-là. La France qui intervenait aujourd'hui attend avant de prendre position en voyant un tout petit peu les rapports de force sur le terrain. En 2017, en Gambie, Barrow a gagné l'élection, mais il a été contraint de prêter serment, je pense, au Sénégal. Mais clairement, il était en terrain amiable au Sénégal. On lui a permis de prêter serment là-bas. Il a fallu des mois encore pour que son prédécesseur parte du pouvoir. Et sur le cas de Issa Chiroma, qui veut former un gouvernement, where is he going to get support from? You think Nigeria is going to back his claims for him to be able to form a government? How will he swear in, form a government, and be able to function? Dans le cas de Barrow, les relations de Yaya Jammeh étaient notoirement mauvaises avec son voisin et frère sénégalais, puisque la Gambie, c'est littéralement une langue dans le Sénégal. D'ailleurs, à un moment de leur histoire, c'était devenu la Sénégambie. Non, en fait, le Sénégal a été accommodant de ce point de vue. C'est pour cette raison que, pour la question du Nigeria, c'est de voir ce qui est considéré comme la légitimité, la légalité. Il y a une légalité qui est celle de ceux qui ont la force, le monopole de la violence légitime, donc ceux qui détiennent le pouvoir de fait, et puis une légitimité qui est celle de celui qui non pas seulement revendique, mais sur la base de ce qu'il détient comme preuve, a gagné l'élection. Et donc, de ce point de vue-là, Abuja, dans le cas d'espèce, s'il s'agit encore de la présence de Satiroma au Nigeria, il y a des éléments, effectivement, qui vont être jugés à l'aune, appréciés à l'aune d'un certain nombre, à la fois, de paramètres. En tout état de cause, l'exemple sénégalais est un précédent intéressant. Il y a des exemples à la fois de gouvernements en exil, mais c'est des situations qui sont souvent différentes. Et que dans le cas d'espèce, on a une question de prestation de serment dans un pays étranger, et généralement, que ce soit les gouvernements en exil ou les prestations de serment, il faudrait que le gouvernement à l'étranger puisse être accommodant, accepté, validé, peut-être être en mauvais termes avec le gouvernement du pays d'origine. On l'a vu, il y a des exemples historiques à foison, on ne peut pas être exhaustif dans le cadre de cette émission, mais toujours est-il que la question est celle d'avoir effectivement Abuja. Est-ce que pour Abuja, cela ne pourrait pas être à la fois une entrave aux relations diplomatiques, de voisinage et ou économiques avec le Cameroun? On a vu que dans le cas, par exemple, d'Ayoub Tabé, le Nigeria a favorisé l'interpellation d'Ayoub Tabé et d'un certain nombre de leaders sécessionnistes qui ont été ramenés au Cameroun. On a vu qu'il y a des personnalités camerounaises qui ont été interpellées au Nigeria. On a vu aussi qu'il y a désormais un droit de poursuite entre le Cameroun et le Nigeria qui a été longtemps été impossible pour les raisons de contestation et de conflits frontaliers, notamment sur l'affaire de la frontière maritime et terrestre Cameroun-Nigeria, donc sur la péninsule de Bakassi, et qu'à la faveur effectivement de la force multinationale et la mutualisation des forces pour lutter contre Boko Haram et les forces terroristes, le Cameroun et le Nigeria ont dû concéder à chacun un droit de poursuite sur le territoire. Donc, par conséquent, la complexité de cette situation fait que les jours prochains vont nous éclairer là-dessus. Est-ce que, sur ce plan-là, le président légitime qui se trouve au Nigeria, M. Issa Chiroma, pourra donc effectivement accomplir cet acte en territoire nigérien?
And finally, before we say goodbye, because we've gone above our time limit of 1 hour, we're sitting at 1 hour 14 minutes now, and I appreciate your time, Abdelaziz Munde. But a final question: Issa Chiroma is a great speaker and orator, knows how to connect with people, and that has been his gift and has made Cameroonians to connect with him. But right now, he is, I mean, out of sorts. He's out of the country, and you can clearly see that the strategy, his spokesperson is more of a back-end strategist, Mannings. Is he thinking of creating some kind of a larger team of spokespeople who can go to the media and communicate on his behalf? Because Cameroonians more and more have been asking those questions, that they want people to fill up the space more, and they're not seeing them. I think it is the aftermath of what happened. The aftermath of what happened is the consequence, the concrete consequence of the fact that now Issa Chiroma Bakari has to act and react as a president. And doing so, the future days will be the days of having a team which will be dedicated to accompany and to implement what is important for him. Firstly, to have Cameroonians sufficiently conscious of what to do, and to have Cameroonians sufficiently mobilized to be able, yes, as we said earlier, to be able to make the truth happen. Making the truth happen means that concerning spokesmen, concerning communication, we have a real duty and a real task. And I think that Mr. Chiroma, President Chiroma, is aware of, sufficiently aware of the situation, and will be able to address the issues as if. To say it clearly, yes, the team will be put in place. I think the period of the campaign, the electoral campaign, is behind us, and now looking forward is to have two things: to have the next statement of Mr. Chiroma, and furthermore the team which will be able to, yes, to be the kind of actor in real of his vision, actor in real of what is intending to have in terms of mobilization and conscientization of Cameroonian, and very precisely to have a move forward for Cameroon. So I think please. I mean, I was just going to ask you if you have a dernier mot pour les internautes qui le regardent actuellement. Le dernier mot, c'est que vraiment une émission comme celle-ci, c'est une émission qui s'est installée dans le paysage. On parlait de paysage médiatique, mais maintenant c'est le paysage facebooktique, le paysage des réseaux sociaux camerounais, puisque aujourd'hui les médias utilisent ces canaux, les réseaux sociaux, ces canaux numériques pour pouvoir conscientiser massivement les populations. Et puis justement, en termes de conscientisation massive, on a 92, on a 2018, mais on a aussi surtout 2025. 2025, c'est le temps à la fois du réveil, c'est le temps de l'éveil, c'est le temps de la prise de conscience que le Cameroun ne va pas être figé dans un Cameroun où on accepte les injustices de façon indéfinie, où on accepte que les urnes soient comme ça triturées, que les urnes soient bourrées et que la vérité des urnes ne puisse pas triompher. Et en cela, je pense que le travail et l'engagement d'Issa Chiroma, tel qu'il a démontré depuis à la fois son entrée en campagne, ce Chiroma que j'ai qualifié de né de nouveau, ce Chiroma que j'ai qualifié de born again, qui va effectivement donner la pleine mesure à la fois de son engagement. Je tiens ça de lui, puisqu'il a dit qu'il va donner littéralement sa vie pour ce combat. C'est le combat de sa vie, un combat non pas pour lui, parce qu'il a déjà obtenu plein de choses de la vie, sa carrière ministérielle, sa carrière politique, mais surtout pour les Camerounais, ces jeunes qui se sont mobilisés, ces jeunes qui aujourd'hui sont des martyrs, ces familles qui sont aujourd'hui des familles endeuillées. Et puis ces Camerounais par millions qui lui ont fait confiance, ces Camerounais par millions qui lui ont fait confiance et qui réclament justice aujourd'hui et qui veulent voir advenir un Cameroun nouveau,
sous sa houlette et surtout sous la houlette de Camerounais qui pensent que un autre Cameroun est possible avec d'autres Camerounais, non pas contre les Camerounais, mais avec d'autres Camerounais qui proposent à la fois une alternative réelle après une alternance qui sera obtenue par la vérité des urnes. Abdelaziz, it's been such a pleasure and a teaching moment having you here as always. To the point about technology, I mean, in 1440, when Gutenberg invented the printing press, I'm sure he would never have imagined, he was 1,000 light words away of thinking that today we'll be able to just sit in different locations in the world and communicate so closely, but yet so far away from each other. It's on that note that I really appreciate your time. Again, and you might want to know that tomorrow, in the capital of the United States of America, in Washington, D.C., Cameroonians are going to take to the White House to protest and to protest against the electoral holdup. These are people who support the cause for democracy and believe that the regime stole the victory from Issa Chiroma, and so they want to draw the attention of officials of the White House. On that note, I would say I'll talk to you again soon. Sometime we hope to have you here again, and good luck with your pursuits. Thank you so much, and it was a pleasure for me to share this place. It is now a renowned place, so I will be pleased to come back again here. Appreciate your time, darling. Bye. Okay. Well, there you have it. Abdelaziz Munde was our guest, and he was who he was, brilliant in explaining the intricacies of the current political dynamics of our country. You heard it. Issa Chiroma is in Nigeria currently for obvious reasons. Close collaborators of his like Jokam Chameni, Anise Ikane, Parfum Voom are some of those who are currently behind bars for exercising their constitutional rights and expressing their political convictions. But also the people, the no-names who were arrested in hundreds, picked up in the middle of the night by police raids just because they were calling for the respect of the ballot box. And we know today, according to credible sources, according to credible civil society organizations, that the man who won the election is currently in Nigeria in hiding because his opponent, who had been in power for 43 years, has the army wrapped under his finger, has the judiciary wrapped under his finger, and has said he wants 7 more years. He was sworn in yesterday, the greatest farce of Cameroon since the return to multi-party politics. And it's on that note that we will be calling it quit. I'm leaving, but I'll be back again. I am Angie Forbin Live, and we've been live on Facebook for 1 hour, 22 minutes. Facebook and YouTube, the name is the same as the handle. And until then, bye-bye.